Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'exploration du système économique de progrès humain. Je suis Simeon Fongang, docteur en économie, spécialiste d'analyse économique et spécialiste également de politique économique. La présentation de ce jour porte sur les manières de sortir les individus de la pauvreté dans le secteur tertiaire de l'économie. Le tertiaire se caractérise par le fait notamment qu'il n'y a pas de production de biens matériels et la consommation des productions du tertiaire se fait au fur et à mesure de cette création de richesse, de cette production de services. Ce secteur tertiaire où se produisent les services est en réalité le secteur le plus vaste et le plus complexe de toute l'économie, en raison de la très grande variété des activités qui composent ce secteur. On comptera, à titre d'exemple, c'est tellement vaste que tout ce qui n'est pas productif, tout ce qui n'est pas un bien produit matériel relèvera du secteur tertiaire. On voit donc ainsi que le secteur tertiaire englobe des activités aussi variées que la restauration, et l'hôtellerie ou le tourisme, la protection du corps au sens de la sécurité, les soins du corps, ainsi que le transport, qu'il s'agisse de transport terrestre, maritime, aérien, tout cela relève du secteur tertiaire. On a également les activités de conseil, telles que les métiers des avocats, les notaires, ou encore tout ce qui relève de ce qu'on appelle le coaching, à savoir l'accompagnement des personnes physiques ou morales vers la réalisation, l'atteinte de leurs objectifs. Il en sera de même des loisirs payants qui relèvent du secteur tertiaire également, et l'éducation, la santé, toutes les activités de réparation ou de dépannage sont autant de services qui relèvent du tertiaire. L'éducation, aussi bien au niveau du primaire, du secondaire que de l'enseignement supérieur, tout cela relève du tertiaire. Et il en sera de même pour les banques et les assurances. Et la longueur de cette liste, qui est pourtant loin d'être exhaustive, montre à quel point il va être complexe de prétendre sortir les populations de la pauvreté en Afrique et enclencher pour elles le processus d'enrichissement devant permettre de comptabiliser leur production, de monétiser les valeurs ajoutées issues de ces productions et de permettre aux populations donc d'atteindre le seuil de dignité. Aussi, nous nous proposons, pour le cas de l'Afrique subsaharienne en particulier, de fonder nos conclusions et recommandations du secteur tertiaire sur une analyse approfondie limitée à quatre principales activités, à savoir le commerce alimentaire et non alimentaire, le transport, la restauration, les soins du corps, et analyse assez superficielle en survol des autres prestations que seraient l'événementiel, les jeux, les sports et loisirs, la médecine traditionnelle, la voyance. En Afrique, le commerce concerne presque tout le monde. On vend de tout, partout, à tout prix et même à tous les prix. En voici le mécanisme tel que décrit. Dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne, une fraction importante des échanges n'est pas enregistrée dans les comptes nationaux. Il en résulte qu'une partie de la richesse produite n'apparaît pas sous forme de revenus monétaires, autrement dit sous forme de monnaie racine créée à l'intérieur du pays. Cela limite ce qu'on appelle en économie la liquidité disponible, c'est-à-dire l'argent effectivement en circulation. Les individus font face à une contrainte manifeste. Ils ont des besoins monétaires incompressibles pour payer par exemple le transport
les urgences de santé, de scolarité, de téléphonie ou d'autres urgences pareilles. Mais leurs revenus étant insuffisants, ils vont adopter d'autres stratégies d'adaptation qui consisteront à, par exemple, chercher à vendre tout ce qui peut être monétisé, tels que les produits agricoles, les produits de l'artisanat, la recharge de téléphone, de la nourriture, tout autre objet disponible à leur portée. Et en plus, pour cela, il faut occuper tous les espaces possibles. C'est ainsi que la vente peut se faire dans la rue, sur un marché, dans les transports comme dans les bus par exemple, ou même la vente à domicile, sollicitée ou non. En même temps, il y a lieu de pratiquer la multi-activité, de sorte que plusieurs petits métiers sont menés à la fois. Et tout cela correspond à une logique de diversification du revenu et de réduction du risque. Et pourquoi est-ce qu'on vend partout? Eh bien, c'est parce que les marchés réglementés sont coûteux et peu accessibles à tous. La demande est dispersée et locale. La concurrence pousse à capter chaque opportunité de flux monétaire, d'où la présence de vendeurs dans les rues, les carrefours, les transports, ainsi qu'aux abords des écoles, des établissements scolaires et universitaires, ou encore aux abords des hôpitaux. Ainsi, en Afrique subsaharienne, la faible monétisation de l'économie et l'importance des échanges non comptabilisés limitent la création de la monnaie et par conséquent la circulation monétaire. Cette rareté se traduit par une contrainte de liquidité pour les ménages qui les pousse à multiplier les activités de production non comptabilisées. Et le cycle vicieux se poursuit. Ainsi, des vendeurs ambulants occupent des carrefours à Dakar, les embouteillages à Lagos ou les transports à Abidjan, tandis qu'en milieu rural sahélien, à savoir du Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger, extrême nord du Cameroun et Tchad, les producteurs ne vendent qu'une partie de la production agricole ou de l'élevage pour obtenir du numéraire. Dès lors, les individus adoptent des stratégies de survie économique consistant à multiplier les micro-activités commerciales non comptabilisées, visibles dans les rues, les transports ou les marchés, afin de capter le moindre flux monétaire disponible. L'argent étant rare, on cherche par tous les moyens à vendre quelque chose pour obtenir de la liquidité. Partout en Afrique subsaharienne, cette logique conduit à une dispersion des activités commerciales dans l'espace, chacun cherchant à capter le moindre flux monétaire disponible, comme le démontrent les exemples qui suivent au Cameroun, de Yaoundé, Bafoussam et Douala, où on cherche à vendre de tout, partout, à tout prix et à n'importe quel prix. Ces images sont prises à partir d'un bus en circulation, mais prises dans un embouteillage. On constate que la chaussée est prise, à savoir que le trottoir dont on voit les limites apparaître là, le trottoir est totalement investi par les commerces et une partie de la chaussée l'est également. Ce qui est caractéristique, c'est de constater que la plupart des produits sont identiques. Toutes les personnes assises sont en train de contrôler leurs produits vendus et les produits sont exactement les mêmes à peu de choses près et sont totalement exposés sur le trottoir d'une part et puis sur la chaussée pour ce qui est de ceux qui sont tout près ici. Les produits tels que les safous sont posés à même le sol. Voilà, et tout le monde, beaucoup en vente. Les noix de palme, le plantain, c'est de tout pratiquement. On vend de tout et partout
Donc sur la chaussée comme sur le trottoir ou dans les magasins, ici c'est du manioc qui est disponible. Bref, toutes les personnes qui vendent, beaucoup ne vont même pas repartir avec la recette de leur vente, puisque on essaie de vendre pour acheter autre chose. Par exemple, vendre ses safou pour acheter du savon, vendre du plantain pour pouvoir acheter des vêtements pour les enfants, vendre, bref, il s'agit de vendre et utiliser aussitôt l'argent. Les besoins sont tels que la monnaie étant insuffisante, notamment la monnaie racine n'étant pas créée, les besoins sont tels que l'argent ne traîne pas entre les mains des gens. C'est pour cela que l'expression que je rappelle plus d'une fois de dire on n'a pas les moyens est tellement répandue parce que à peine a-t-on touché un peu d'argent que les besoins préexistants absorbent déjà cette liquidité à peine reçue. Ce qu'il convient de souligner, c'est le caractère périssable de ces produits, dont le taux de déperdition est considérable. Un arrêt sur image sur la tarification ici présentée montre que le lot de 4 oranges, 3 en dessous, une posée au-dessus, le lot est vendu à 100 francs CFA, ce qui correspond à 15 centimes d'euros, les 4 oranges. Le lot également de mangue, de 5 mangues, auquel d'ailleurs le vendeur ajoutera une mangue en guise de cadeau, de fidélisation de sa clientèle, est vendu à 500 francs, ce qui représente les 5 ou 6 mangues pour 76 centimes d'euros. Alors, non achetés, ce sont des produits perdus. Alors que c'est le cas d'ailleurs des safou qu'on a placé, qu'on voit à l'arrière. Ce sont des safou qui ont déjà été affectés par le pourrissement et donc on doit mettre de côté pour ne plus vendre. Certains vendeurs n'indiquent même plus le prix, à l'instar de notre poissonnier sur chaussée qui pose des tas de poissons en sachant déjà que les consommateurs en connaissent le prix. C'est ainsi que ces petits tas qui peuvent former entre 4 et 6 poissons selon la taille, le prix est connu de tous, c'est qu'un tas coûte 500 francs CFA, à savoir 0,76 euros le tas. Ces ventes de produits alimentaires côtoient allègrement celle de la vente d'outils, de matériel agricole ou encore de vêtements issus de la friperie qui est vendu en plein air et de façon ambulante sur une brouette. Un peu plus loin, on retrouve des bouchers sur trottoir en quête de liquidité. La production de tous ces acteurs, aussi importante soit-elle, n'est pas comptabilisée et lorsqu'elle existe, leur marge commerciale n'est pas monétisée non plus, ce qui les maintient dans la pauvreté et ne permet pas de résoudre les problèmes qui se posent ici en termes d'hygiène, d'assainissement et d'infrastructures appropriées pour le commerce. Le long de cette autre voie, qui n'avait pourtant pas vocation à être une artère commerçante, on voit que les ventes sont partout. Il y a la vente de meubles, des salons, des lits et des matelas, de la téléphonie, des aliments, des pièces détachées automobiles, des automobiles eux-mêmes, des véhicules automobiles, de l'électroménager. On retrouve également des snack bars et de la restauration. Autant d'activités qui fonctionnent sans comptabilisation ni monétisation de leur valeur ajoutée ou de leur marge commerciale. Une telle situation
au-delà d'être appauvrissante, soulève de vrais défis au niveau des transports urbains, de la gestion des déchets et occasionne d'énormes désordres urbains. À titre d'exemple, sur cette image, arrêt sur image, tous les parasols indiquent des emplacements sur le trottoir. Quand on voit l'espacement qu'il y a entre les immeubles, on comprend que le plan d'urbanisme a dû prévoir une circulation fluide à cet endroit, dans cette artère. Le trottoir étant investi par des vendeurs temporaires qui sont sous parasol, la mince partie qui reste pour les piétons avec leurs brouettes contraint sans doute la vendeuse de maïs grillé à s'installer sur la chaussée pour rechercher sa part de liquidité. Cela implique aussi que tous ceux qui vont acheter ce maïs grillé vont devoir jeter les restes quelque part parce que sur cette artère, on n'aura ni poubelle, ni bac à ordures. Et c'est cela qui pose autant de problèmes de gestion de déchets, de gestion du trafic dans cet embouteillage très coûteux pour l'économie nationale, comme peuvent l'illustrer également les expériences des villes de Bafoussam ou encore de Douala, mais c'est également très répandu un peu partout en Afrique subsaharienne. En règle générale, l'occupation des voies publiques par le commerce ambulant produit des coûts économiques collectifs qui sont à court terme souvent invisibles, mais même si cela répond à des besoins, à des préoccupations sociales réelles. L'idée ici est de dire que ce qui est rationnel individuellement peut devenir coûteux collectivement. Autrement dit, l'occupation des voies publiques par le commerçant ambulant répond à une logique de survie économique dans des contextes de chômage élevé et d'absence de comptabilisation des richesses créées, ce qui provoque la rareté monétaire, on l'a vu. Toutefois, à l'échelle macroéconomique, cette situation génère des coûts importants pour l'économie nationale. Par exemple, la congestion urbaine, la perte de productivité, la dégradation des infrastructures publiques par le manque, ainsi que le manque à gagner fiscal et l'affaiblissement du commerce formel. Par exemple, la concurrence devient déséquilibrée contre le secteur formel. Les loyers, les impôts ne sont pas payés par les ambulants. Les normes sanitaires ne peuvent pas être respectées. Les charges administratives ne sont pas non plus couvertes. Et les vendeurs ambulants ont souvent des coûts beaucoup plus faibles que les commerçants qui, eux, les commerçants bien établis, qui, eux, peuvent finir par fermer boutique à cause de la proximité sur le trottoir des vendeurs ambulants. Une autre forme de vente de rue, cette fois-ci sédentaire, est plutôt le résultat ou le prolongement d'une activité de transformation locale relevant donc du secteur secondaire et qui directement est vendue sur place. Production vendue sur place. Production ici de meubles allant de berceaux jusqu'à des cercueils qui sont produits sur place et ainsi vendus dans la rue. C'est ce type d'activité dont il a été question dans la vidéo consacrée au secteur secondaire où il est suggéré de désormais séparer ces activités conjointes de production et de vente sur place dans la rue, donc de libérer l'espace public de circulation pour créer des zones d'activité économique où de telles productions seront faites, où tous les producteurs se retrouveront, et des zones, des unités
de dépôt, vente ou alors la distribution par des entreprises spécialisées, par des sociétés de commercialisation qui seraient donc amenées à distribuer ces produits. En clair, lorsqu'on mobilise massivement la main-d'œuvre dans des activités peu productives et faiblement capitalisées, comme ces activités-là, cette main-d'œuvre peut également freiner la transformation structurelle de l'économie et l'industrialisation. Ainsi, sur la question du coût et de la productivité, par exemple, lorsque les trottoirs, les carrefours ou les routes sont occupées, cela ralentit les déplacements. Tous ces embouteillages, la congestion de transport, ça fait perdre du temps et le temps a une valeur économique en termes de production, comme on l'a vu. Les conséquences sont par exemple les incertitudes pour la ponctualité des travailleurs, la hausse des coûts logistiques, puisqu'il y a une surconsommation de carburant, et une baisse de productivité, puisque la cadence initialement prévue, par exemple, ne peut pas être respectée. Une partie en plus du budget sert à corriger des désordres plutôt qu'à investir. Parfois, pour assurer l'assainissement ou bien lutter contre le désordre urbain, on emploie des moyens colossaux pour déguerpir, pour réaliser des déguerpissements des vendeurs. Toutes ces illustrations et les recommandations qui s'ensuivent visent à proposer une réorientation de l'activité économique en Afrique vers le chemin d'un véritable progrès humain qui permettrait aux jeunes de ne plus exposer leur vie pour une ou quelques pièces de monnaie, comme l'illustrent ici ces images qui se passent de commentaires. Comme on l'a déjà dit dès le début, le secteur tertiaire est très vaste et au-delà des activités de commerce, vente et de transport qu'on a abordé pour montrer l'importance dans l'économie en Afrique subsaharienne, d'autres domaines méritent également une attention et une nécessité de réorganisation ou de réglementation. Il s'agit des domaines qui, pour des raisons de santé publique et de sécurité, portent directement sur les humains et sur le fonctionnement de l'économie. Ce sont les domaines d'activité de la coiffure et des soins du corps, ainsi que ceux de la mécanique auto, des réparations automobiles et de motos. On va les voir plus en détail. En effet, ces activités exposent à des risques de transmission de maladies telles que les infections cutanées, les mycoses et parfois la transmission indirecte de virus à travers des instruments mal stérilisés. L'usage de produits chimiques tels que les défrisants, les colorants, peut entraîner des brûlures, des allergies ou encore des intoxications. C'est dans cet esprit qu'il est impératif, pour des impératifs de biosécurité, que toute activité manipulant le corps humain puisse respecter des protocoles standardisés. Autrement dit, si un acte peut nuire à la santé en cas de mauvaise pratique, il justifie une formation certifiée minimale. Sur le plan économique, dans beaucoup de pays africains, le client ne peut pas évaluer la compétence réelle du coiffeur. Cela crée un problème classique qu'on appelle en économie
la symétrie d'information. Ce qui veut dire que les bons professionnels ne sont pas distingués des mauvais. Dans un tel fonctionnement anarchique, le marché est tiré vers le bas. Autrement dit, la qualité peut être médiocre en raison des prix bas et rien ne permet la certification pourrait servir de signal de qualité comme dans les professions paramédicales. De plus, aujourd'hui, la coiffure est souvent et le plus souvent une activité informelle. De ce fait, il y a une absence de normes communes. L'apprentissage se fait sur le tas. La difficulté à structurer des carrières est un obstacle, alors qu'une formation agréée permettrait une standardisation des techniques, la reconnaissance officielle même du métier, parce que avec une reconnaissance officielle certifiée, la mobilité professionnelle peut permettre d'aller d'une entreprise de coiffure, de soins de beauté à une autre, y compris à l'international. C'est pour cela que pour des raisons de santé publique comme pour le domaine de la santé, la normalisation des pratiques va pouvoir réduire les risques et améliorer la qualité. Sur un autre aspect, la certification même élève le statut social du coiffeur. Ce métier aujourd'hui informel où les gens s'improvisent pour ouvrir un salon va désormais, avec la certification, être une profession reconnue. Cela peut permettre de justifier de meilleurs revenus, par exemple. En réalité, ce n'est pas une contrainte qu'on est en train de proposer d'imposer à cette profession, c'est plutôt un levier d'ascension sociale. Parce que un secteur structuré va permettre une meilleure fiscalisation, autrement dit, la comptabilisation étant faite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, la valeur ajoutée étant dégagée et imputée sur le compte bancaire, soit des producteurs de services des salons, ou alors des salariés. Chacun aura ce revenu sur son compte bancaire. Il y a donc accès au crédit bancaire pour les salons. Donc, la banque peut prêter pour le développement, par exemple, des activités du salon. On peut également concevoir un développement des chaînes professionnelles. Cet aspect sera largement développé dans les vidéos consacrées au développement local. On peut donc dire que la coiffure n'étant pas un simple service esthétique, il faut y reconnaître une activité impliquant des risques sanitaires réels avec des produits chimiques et un contact direct avec le corps humain. Dans ce contexte, instaurer une formation agréée et une certification minimale ne vise pas à, disons, médicaliser la profession, mais à garantir la sécurité des clients, à améliorer la qualité du service, à structurer un service économique d'envergure et à valoriser le métier des prestataires dans ce domaine. Dans le même ordre d'idées, les activités de réparateurs auto et moto devraient nécessiter une formation diplômante pour pouvoir exercer le métier de mécanicien en Afrique. Pour cela, on a non seulement des questions d'efficacité économique, mais surtout de sécurité publique et de professionnalisation du secteur. Il se trouve que le risque principal est celui de la sécurité.
une réparation défectueuse sur des systèmes critiques comme le freinage, la direction ou la suspension peut provoquer des accidents graves, voire des accidents mortels. L'absence de formation formelle implique souvent une mauvaise compréhension des normes techniques, d'ailleurs aussi l'utilisation d'outils inadaptés, ainsi que des erreurs de diagnostic. Or, un diagnostic erroné implique beaucoup de pertes qui peuvent être en vie humaine ou économique. Donc, la mécanique automobile et la réparation moto ne constituent pas une activité artisanale anodine, mais une intervention sur des systèmes à risque élevé dont la défaillance peut coûter des vies. À ce titre, elle doit être encadrée par une qualification reconnue, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres professions à responsabilité. D'ailleurs, sur le plan économique, l'arbre de la monnaie en souffre à cause des sorties de devises, parce que des réparations approximatives entraînent des pannes répétées, la détérioration prématurée des pièces, des remplacements inutiles de pièces détachées, et ce qui a pour conséquence directe une augmentation des importations de pièces détachées qui sont, dans la plupart des cas, la majorité des cas en Afrique, sont payées en devises fortes. Ce sont des pièces importées, payées en devises, ce qui grève les réserves de change du pays. Donc sur le plan macroéconomique, cela constitue une pression sur la balance commerciale, une sortie de devises et une dépendance accrue vis-à-vis de l'étranger. Tout ça à cause d'un manque de rigueur dans l'organisation d'une profession où on laisse qui veut s'installer en tant que garagiste et les clients ne peuvent pas savoir ce que vaut la capacité de ce producteur de services, de ce prestataire à donner un service satisfaisant. Donc l'absence de qualification formelle des mécaniciens engendre ainsi une surconsommation de pièces importées, aggravant la sortie de devises et fragilisant les économies nationales. De plus, la formation permettrait d'avoir une meilleure productivité du garagiste et un accroissement de la qualité. Parce qu'un mécanicien bien formé va diagnostiquer plus rapidement et plus précisément les problèmes, y compris la capacité d'anticiper par des conseils d'entretien du véhicule. Et sa formation également réduit les temps d'immobilisation des véhicules. Le temps de tâtonnement disparaît. Ça améliore aussi la durabilité des réparations. Donc, l'impact est directement positif parce qu'on a des gains pour les particuliers, les usagers, les propriétaires de véhicules, auto ou moto, dépensent moins quand tout cela fonctionne comme je viens de décrire. Les gains pour les entreprises, puisqu'il y a une meilleure disponibilité des véhicules, moins d'immobilisation, comme on l'a dit, et améliore la chaîne globale de la logistique de l'entreprise et au plan national, au plan macroéconomique de toute l'économie. Une plus grande fluidité, une plus grande régularité dans les livraisons des biens, bref, une plus grande ponctualité grâce à une formation appropriée des réparateurs auto et moto. Il est aussi important de pouvoir structurer ce secteur parce que tant que le secteur n'exige pas pour son entrée un diplôme
et une certification appropriée, il va être difficile de réguler et de fiscaliser. Réguler au sens de tous les principes que j'ai énumérés comme devant relever par exemple de la réglementation est difficile à fiscaliser puisqu'on ne pourra pas prélever tant qu'on ne comptabilise pas et monétise la valeur ajoutée avec les relations avec le système bancaire. Il sera difficile de trouver à quel niveau récupérer de l'impôt pour le développement local. Avec une formation diplômante, on arrive à mettre en place des normes professionnelles, la possibilité de contrôle aussi, ainsi que la montée en compétence de la profession. Bref, la certification des mécaniciens va constituer un levier de formalisation du secteur, ce qui est indispensable pour instaurer des standards de qualité et renforcer la confiance des usagers. D'ailleurs, cette demande ne fait que répondre à un impératif d'alignement sur les standards internationaux, car dans de nombreux pays déjà, les métiers techniques liés à la sécurité sont réglementés. La réglementation impose des fonctionnements très rigoureux. Les certifications dans ces pays sont obligatoires. Donc exiger un diplôme ne serait pas une contrainte arbitraire, mais un alignement sur des standards internationaux en matière de sécurité et de qualité des services techniques. Ainsi, imposer une formation diplômante aux mécaniciens ne serait pas une mesure élitiste, mais une nécessité de santé publique, de rationalité économique et de modernisation du secteur. À défaut de cela, les économies africaines continueront de payer le prix des accidents évitables et d'une dépendance accrue aux importations de pièces détachées. De manière générale, les principales recommandations pour le secteur tertiaire, comme ça l'a été pour le secteur primaire et le secteur secondaire, ce serait que la comptabilisation des transactions soit faite chez tous les producteurs, qu'ils soient individuels ou en société. Et deuxièmement, que des comptes bancaires soient ouverts pour tous, que l'on soit producteur ou salarié. De manière plus spécifique, s'agissant de tertiaire toujours, s'agissant du commerce alimentaire, il y aura lieu d'assurer l'approvisionnement auprès des U4C par des clients tous agréés. Autrement dit, ils doivent avoir un numéro professionnel et un compte bancaire professionnel pour obtenir l'agrément pour la vente au détail en des lieux aménagés et assainis pour l'hygiène alimentaire et sécurisée, tels que le récent marché de Gagny à Cotonou. Ils doivent aussi, à partir des U4C, assurer la livraison pour la transformation agroalimentaire dans des zones d'activité économique, les ZAE. Pour ce qui est de la restauration, les restaurateurs doivent aussi s'approvisionner auprès des U4C de manière à s'installer en des lieux agréés, qui soient fixes et identifiables. C'est indispensable pour la traçabilité des produits ainsi que pour l'hygiène pour tous. Pour ce qui est des commerces et des ventes non alimentaires, il est recommandé que les livraisons des biens produits soient confiées aux unités de dépôt-vente ou à des revendeurs indépendants agréés ou encore à des enseignes de grande distribution. S'agissant du transport des personnes, à savoir le transport collectif, les ambulances, les bus scolaires par exemple, réglementer la profession en accordant l'exclusivité des agréments à des entreprises constituées en société. L'intérêt de cette proposition sera largement développé
dans les vidéos suivantes qui porteront sur le développement local. S'agissant de la réparation et de dépannage automoto, il y a une exigence de qualification telle que le certificat ou le brevet reconnu par l'État. Et cela doit permettre d'éviter les mises en danger de la vie des personnes et la sortie de devises pour acquérir des pièces détachées en raison des malfaçons perpétrées par des réparateurs sans qualification ou avec un niveau de qualification incertain. Parlant de beauté, coiffure et soins du corps, il est suggéré d'exiger une qualification authentifiée, certifiée pour obtenir au préalable une autorisation administrative d'exercer. La certification professionnelle requise pour l'exercice et l'installation formelle dans des locaux agréés sera nécessaire pour assurer le respect des exigences d'hygiène, de salubrité et de sécurité définies par les autorités ou par la réglementation en vigueur. Au-delà des 4 domaines retenus dans l'analyse, dans la présentation de ce jour, à savoir le commerce alimentaire et non alimentaire, le transport, la beauté, la coiffure et les soins du corps, ainsi que les réparations, entretiens auto et moto. Beaucoup d'autres activités du secteur tertiaire auraient également pu mériter d'être analysées, comme l'événementiel, la médecine traditionnelle, les tradipraticiens, la voyance et les prestations des marabouts et beaucoup d'autres activités. Toujours est-il que ce qui a lieu de retenir, c'est que dans toutes les unités de production et pour toutes les activités, il conviendrait désormais de réaliser la comptabilisation des transactions chez tous les producteurs et d'ouvrir des comptes bancaires pour tous, car telle est la véritable voie pour enclencher le processus d'enrichissement, ce qui permettrait donc aux populations de sortir de la pauvreté et de s'engager dans la zone de dignité.